Les frontières nationales peuvent sembler permanentes, mais beaucoup sont plus fragiles qu'une bulle de savon. Un jour tracés à l'encre, le lendemain effacés par la guerre, la diplomatie ou l'effondrement. Disparus à jamais, tout comme ces pays. Et vous n'allez pas croire ce qui s'est passé avec le numéro 9. Numéro 16, Sunderland. Prenez ce pays qui n'a jamais existé, mais qui aurait très bien pu exister, si son timing n'avait pas été décalé d'environ 20 000 ans. Voici le territoire de 695 000 miles carrés, 1,8 million km², appelé Sundaland. C'était une vaste masse terrestre, s'étendant de l'actuel golfe de Thaïlande jusqu'aux Philippines, englobant les pays que nous connaissons sous les noms de Malaisie, Indonésie, Singapour et une partie de la Thaïlande. Les humains modernes vivant dans cette région depuis au moins 50 000 ans. À cette époque, la mer était près de 120 mètres, soit 394 pieds, plus basse, lors du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans. Sur une carte de l'époque, le Sundaland se distingue nettement. Si c'était un pays moderne, ce serait probablement une puissance, mais ses frontières n'ont jamais existé. La glace a fondu, la mer a monté, et les chasseurs-cueilleurs vivant en zone basse ont dû partir, sinon ils auraient été submergés. Le projet qui aurait pu être la nation de Sundaland a pris fin avant que quiconque puisse se rendre compte de ce qu'il aurait pu devenir. Mais d'autres frontières ont existé, parfois brièvement. Certains pays n'ont existé que brièvement. Leur courte durée n'a pas empêché de nombreux événements d'y survenir. Certaines choses étaient brillantes, d'autres hilarantes. Prenez le pays né de l'afflux d'immigrants américains au Mexique. Sérieusement. Numéro 15, la République du Texas. Invités par le gouvernement mexicain, des colons américains ont afflué au Texas. Et, étonnamment, les terranos hispanophones ne s'en souciaient pas. En fait, ils avaient des points communs. Les deux groupes étaient de plus en plus mécontents de la domination lointaine de Mexico, des lourds impôts et des restrictions à l'autonomie locale. Ajoutez maintenant un gouvernement centralisé mais peu réactif à un aspirant caudillo, comme Antonio López de Santa Anna, et vous obtenez une recette pour la révolte. Le 2 mars 1836, à Washington-sur-Brazos, la République du Texas fut proclamée. 4 jours plus tard eut lieu l'Alamo, et ce fut une grosse erreur. Cela n'a fait que rendre tout le monde encore plus en colère. Les Texans se sont vengés à San Jacinto en capturant Santa Anna. Humiliés, ils n'avaient pas d'autre choix que de signer le traité de Verasco et de reconnaître l'indépendance du Texas. Tous les pays, y compris les États-Unis, n'ont pas reconnu le Texas immédiatement. L'Amérique a différé la reconnaissance, motivée par des intérêts stratégiques et de la jalousie. Elle voulait le Texas pour elle-même. C'est devenu officiel. Le 29 décembre 1845, le Texas a été admis dans l'Union en tant que 28e État. La République n'avait duré que 9 ans, 11 mois et 17 jours. Elle a eu un beau parcours, et tout est plus grand au Texas. Certains pays éphémères ont eu une existence encore plus brève que la République du Texas. Mais il y a une seule exception. La République du Texas avait en quelque sorte une jumelle dans les régions du sud du Brésil. 14. La vieille République des Farrapos. De la moitié du XVIIIe à celle du XIXe siècle, l'âge des révolutions s'étendit au Brésil en 1822. Les Brésiliens ont déclaré leur indépendance du Portugal le 7 septembre. Ils ont réalisé leur rêve et ont créé leur propre État, avec un empereur, Pedro Ier. Mais la victoire n'a pas arrêté l'esprit qui avait mené à la révolution. Le Brésil fut le théâtre de conflits entre empire et république. Le nouvel empire ne semblait pas être une si bonne chose pour les habitants de la province de Rio Grande do Sul. Ils pensaient être trop étroitement contrôlés par un gouvernement central qui ne se souciait pas de leurs intérêts. Cela les a pénalisés en taxant le charqui, leur bœuf séché, tout en autorisant l'importation de produits moins chers d'Argentine et d'Uruguay. Ils voulaient avoir davantage leur mot à dire dans les affaires locales et étaient influencés par les idéaux républicains qui se répandaient dans le monde entier. La guerre des Farrapos débuta le 20 septembre 1835. Elle tire son nom des vêtements effilochés des rebelles, les célèbres gauchos, qui proclamèrent la République du Rio Grande le 11 septembre 1836. Le nouveau pays allait bientôt avoir un allié dans sa lutte pour l'indépendance contre le perfide empire. Nous y reviendrons dans un instant, car leur destin était étroitement lié. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que la République du Rio Grande a duré 8 ans
5 mois et 19 jours, soit un peu moins que la République du Texas. Pour l'instant, tournons-nous vers une autre petite république de l'autre côté du Pacifique, qui a elle aussi tenté sa chance face à la montée d'un empire, une république avec une population très particulière. Numéro 13, la République d'Ezo. En 1853, le Japon était rétro, pour dire le moins, et pas dans le bon sens du terme. C'était un pays figé dans le temps, isolé du reste du monde, enfermé au XVIIe siècle sous la domination du shogunat Tokugawa. Vous savez, celui qui a inspiré cette série à succès de 2024. Puis, les Japonais dans la baie de Tokyo ont vu de grands navires noirs bien armés apparaître à l'horizon. Ces visiteurs venus du Pacifique ont fait une demande simple, sous la direction du commodore Matthew C. Perry. Ouvrez le Japon au commerce américain, sinon... Le Japon a évidemment accepté. Difficile de refuser face à une flotte de guerre et un mur de canons. Mais Perry et son patron, largement oubliés, le président Millard Fillmore, ont déclenché bien plus qu'ils ne l'avaient jamais anticipé. Leur diplomatie de la canonnière a déclenché une vague de modernisation presque sans précédent dans l'histoire du monde. Moins de 20 ans plus tard, le Japon était transformé. Le shogunat Tokugawa avait disparu, sauf en un seul endroit, qui n'allait bientôt plus ressembler du tout à un shogunat. En janvier 1869, les dernières forces du shogun fuirent à Hokkaido, alors Ezo. L'amiral Enomoto Takeaki prit le commandement et créa la République d'Ezo, aidé par les conseillers militaires français Jules Brunet et André Cazeneuve. La République d'Ezo n'a pas vécu longtemps. La supériorité des forces de l'empereur Meiji était écrasante. Elle n'a duré que 151 jours, mais regardez ce qu'elle a accompli en ces 5 mois. Ce shogunat restant avait une constitution inspirée des États-Unis et a organisé les toutes premières élections au Japon, avec Takayaki élu président. Le droit de vote était réservé aux samouraïs, mais cela était fréquent à l'époque. La République d'Ezo, bien que très éphémère, a servi de modèle pour la future structure gouvernementale du Japon. La rébellion de Takayaki a été pardonnée, et il est devenu une figure importante dans le Japon en pleine modernisation. Tout est bien qui finit bien, du moins ici. Mais si vous partez vers l'Est, en Amérique du Nord, vous trouverez une histoire différente, un peu moins sérieuse. Numéro 12. La République de l'évasion fiscale. Roulez sur 61 miles, 98 km, au nord-est de Sacramento, et vous atteindrez la ville au nom original, Rough and Ready. Lors du recensement de 2020, sa population était de 905 habitants. Elle s'appelait autrefois Grande République de Rough and Ready. 10 ans avant la guerre de sécession, ce lieu a établi un précédent que la Confédération suivra. Elle a proclamé sa séparation de la Californie et des États-Unis. Heureusement, il ne s'agissait pas de défendre l'esclavage. Les habitants voulaient juste cacher leur or aux percepteurs. Une plaque en ville enregistre les détails. En 1850, une nouvelle taxe minière a provoqué une grande protestation le 7 avril. On raconte qu'un officier nommé le colonel F. Brandage a prononcé un manifeste déclarant l'indépendance de l'endroit. Il a naturellement été élu président selon sa constitution, mais son règne n'a duré que 3 mois. Gérer son pays s'est révélé plus complexe que l'exploitation minière, donc la taxe était peut-être justifiée. Le 4 juillet, la Grande République de Rough and Ready s'est dissoute pour rejoindre l'Union. Même aujourd'hui, le 7 avril reste l'événement majeur de la ville. Si vous cherchez une fête originale, cette commémoration d'un des pays les plus éphémères du monde est faite pour vous. Et maintenant, retour au Brésil. Il y a eu un pays encore plus éphémère qui est apparu. Numéro 11. La jeune république des Farroupilas. Connaissez-vous la république catarinense libre et indépendante ? Ils ont eu moins de succès, et leur république a été envahie et dissoute en moins de 3 mois. Elle n'a duré que du 29 juillet au 15 novembre 1839. Mais il y a un détail important dans cette histoire. La République catarinense a fini par laisser un héritage important au monde, mais pas vraiment dans le même sens que par exemple les derniers samouraïs à Ezo. Cet héritage était plutôt une question de personne. Il y avait un Italien parmi les va-nu-pieds à Santa Catarina, qui s'y cachait après avoir été condamné à mort pour avoir participé à une révolte dans sa région natale, l'actuel Piémont. Giuseppe Garibaldi utiliserait son expérience du combat acquise ici pour contribuer à l'unification de l'Italie à son retour. C'est pour cela qu'il a reçu l'un de ses surnoms, le héros des deux mondes.
Peut-être que Caterina, aujourd'hui, devrait demander aux Italiens une sorte de faveur pour leur rendre l'appareil. D'accord. Alors qu'en est-il du sort de cette autre république dont nous avons parlé plus tôt? Passons-y. La république du Rio Grande, plus au sud, a duré bien plus longtemps, mais ce fut finalement un effort vain. L'Empire a triomphé, et les deux camps ont signé le traité de Poncho Verde le 1er mars 1845. La république du Rio Grande a été dissoute, mais tous les participants ont reçu l'amnistie. Les va-nu-pieds ont fini par avoir le dernier mot, cependant. L'Empire du Brésil n'a même pas survécu jusqu'à la fin du siècle. Pedro II a été renversé lors d'un coup d'État en 1889. L'empire qu'ils détestaient est aujourd'hui tout aussi une curiosité historique que leur jeune république. La chute de l'Empire du Brésil a anticipé les événements futurs. Le XXe siècle a vu la fin des empires partout dans le monde, mais comme en Amérique du Sud, les résultats n'ont pas toujours été sans heurts. Numéro 10. Les premiers et deuxièmes Zanzibar. L'archipel de Zanzibar, au large de la Tanzanie, est un site stratégique. Cela l'a rendu vulnérable aux influences extérieures, et la décolonisation peut provoquer des périodes de turbulence. Le sultanat de Zanzibar existait déjà techniquement, mais il était en réalité sous domination britannique, en tant que protectorat. Les Britanniques en sont partis le 10 décembre 1963, laissant le sultanat à Jamshid Ben Abdallah. Et vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite. Sans l'aide de la Grande-Bretagne, il n'est resté au pouvoir qu'un mois de plus. Un coup d'État a eu lieu, et le sultan est parti. La République populaire de Zanzibar a été proclamée le 12 janvier 1964, avec Abid Karam comme président à la tête d'un gouvernement socialiste. Mais il n'était pas le seul sur place. Karam n'avait pas mené la véritable révolte. C'est venu par l'intermédiaire d'un Ougandais nommé John Okello. Homme impulsif, Karam l'a écarté de la politique en le nommant maréchal honoraire. Mais cela n'a pas empêché ses partisans de mener de brutales représailles contre la population arabe et asiatique de Zanzibar. Les sources diffèrent sur le nombre de victimes. On estime qu'entre 2000 et 4000 personnes ont été tuées. Cependant, les chiffres varient selon les sources. Des rapports font état de jusqu'à 20 000 morts. Les Européens ont été épargnés car Okala ne voulait pas de complications. Au moins, cette république populaire n'a pas duré longtemps. Elle a fusionné avec l'état éphémère du Tanganyika fin avril, ce qui lui a donné une existence de 104 jours seulement. C'était quand même bien plus long qu'une nation récifale pratiquement au milieu de nulle part. Numéro 9. La République d'Irak-Las Vegas et les personnalités excentriques vont souvent de pair. Nous vous laisserons juger si c'est la ville qui crée les personnalités, ou si ce sont les personnalités qui créent la ville. Mais Michel Olivier, magnat de l'immobilier à Vegas, en faisait partie. En 1972, il a eu une idée qui lui paraissait brillante, du moins à lui. Il prévoyait de fonder une nation libertarienne dans le Pacifique Sud. Ainsi, la Fondation pour la recherche sur la vie océanique est née. Oliver a choisi les récifs Minerva, à 301 miles, 484 km, au sud-ouest de Tonga, pour sa nation insulaire. Il devait seulement les surélever d'au moins un pied, soit 0,3 au-dessus du niveau de la marée haute. S'il agissait ainsi, il pourrait légalement revendiquer la souveraineté selon le droit international. C'était assez simple, pensait-il. Il a loué un navire de dragage et cela a réussi. Le 19 janvier 1972, la République de Minerva fut officiellement proclamée. Il n'y avait peut-être pas de ville dans ce nouveau pays, mais au moins, il y avait un drapeau et des plages. Elle avait son propre président, Maurice Bud Davis, élu en février. Puis les Tongiens ont réagi. Le roi de 400 livres, 181 kg, Taufa Ahau Tupo IV a envoyé une force de 90 prisonniers travailleurs et un orchestre de 4 musiciens. Est-ce vraiment un groupe d'invasion sans ça? Les hommes ont débarqué, ont abaissé le drapeau de Minerva et ont hissé le leur. Ensuite, l'orchestre a joué l'hymne national tongien. Et voilà, les nouvelles îles avaient été conquises au nom de Tonga. La République était terminée. Le président Bud était revenu en 1982 pour tenter de libérer le récif, mais les troupes tongiennes l'ont repoussé après 3 semaines. Le rêve est toujours vivant grâce à la fondation Phoenix de Michael Oliver. Mais il y a un problème. Minerva a été en grande partie reprise par la mer d'où elle venait. Aucune information sur l'endroit où la fondation tentera d'aller ensuite. Où que ce soit. La prochaine Minerva, au moins, ne sera pas le produit d'une invasion comme ce pays l'a été. Numéro 8. La République marionnette. Le 2 août 1990, Saddam Hussein
envahit le Koweït pour prendre son pétrole, effacer ses dettes et contrer la montée de l'hégémonie américaine redoutée. Mais ce n'est pas la version officielle. Officiellement, l'Irak a déclaré avoir envahi le Koweït pour soutenir un mouvement de révolutionnaires koweïtiens contre sa monarchie. L'émir s'est enfui et la République du Koweït a été instaurée. Ce pays n'existait que pour donner une légitimité à l'acquisition du Koweït par l'Irak. C'est ce qui s'est passé le 28 août, lorsque le pays a été officiellement annexé et que son territoire a été divisé. Le nord du pays a été intégré à la province de Bassora en Irak, tandis que le sud du Koweït est devenu le gouvernorat du Koweït. Ainsi disparut la République indépendante du Koweït, qui n'a duré qu'un peu moins de 4 semaines. Le monde s'est ensuite mobilisé contre l'invasion irakienne, et nous connaissons la suite. Mais bon, la République fantoche a duré environ une semaine de plus qu'une autre république qui est devenue, sans doute, la possession la plus précieuse des États-Unis. Numéro 7. La République de l'ours. Vous vous rappelez la grande république de Rough and Ready ? Mis à part toute cette histoire de sécession des États-Unis, elle ne faisait que suivre une tradition locale très récente. Regardez le drapeau de la Californie. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a un ours avec les mots « California Republic » dessus. Tout cela remonte à 1846, lorsque cet endroit est devenu l'un des pays les plus éphémères du monde. La Californie faisait autrefois partie du Mexique, une région négligée avec beaucoup de colons américains. Lorsque la guerre avec le Mexique menaçait, les signaux d'alarme ont retenti plus fort. Ils ne voulaient pas que les Mexicains les attaquent en premier, alors les colons se sont rebellés. C'était la révolte de l'ours, et bientôt une armée s'est mise en marche pour répondre. Pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. Toute la révolte a été encouragée par John C. Fremont, un officier de l'armée américaine, qui était censé être là pour une mission scientifique. Clin d'œil. La République de Californie a été déclarée le 14 juin, dans l'actuel comté de Sonoma. Première phase terminée. Le 1er juillet, Fremont et ses troupes ont occupé plusieurs territoires, dont San Francisco, tandis que le commodore John D. Sloat a pris Monterey sans combat le 7. 2 jours plus tard, il était clair qu'il n'y avait plus besoin d'une République de Californie. Les porteurs du drapeau de l'ours ont parfaitement rempli leur mission de mandataires. Le pays indépendant de Californie fut dissous après seulement 3 semaines d'existence. Mais même 3 semaines, c'était long comparé à ce que certains rebelles avaient en tête de l'autre côté de l'Atlantique quelques décennies plus tôt. Numéro 6. La République de Kono. La relation entre la Grande-Bretagne et l'Irlande a toujours été tendue, et elle n'allait certainement pas échapper à la folie de l'âge des révolutions. La Révolution française a tout accéléré dans l'Ancien Monde, et la relation entre les Français et les Irlandais a toujours été une source d'inquiétude pour Londres. D'autant que la France révolutionnaire voulait étendre son projet hors de ses frontières. Un groupe appelé les Irlandais Unis a sauté sur l'occasion. Eux et leurs alliés français ont remporté une victoire contre les Britanniques à Castlebar le 27 août 1798. Sur cette lancée, le général français Jean-Joseph Humbert proclama une république irlandaise et en prit le commandement. Première étape vers cet objectif, établir la république de Connaught dans la province. Jean Moore, un habitant local, a été nommé président. Bien sûr, Londres n'allait pas rester passive ni accepter cela. L'indépendance de l'Irlande était déjà grave. L'indépendance de l'Irlande en tant qu'État fantoche français était intolérable. Alors, il a envoyé un général célèbre, quelqu'un qui était avide de rédemption face à des forces révolutionnaires comme celle-ci. Le général Charles Cornwallis avait peut-être perdu contre George Washington une fois, mais il n'allait pas traiter ce soulèvement comme une suite. Pour garantir la victoire, il a recruté de nombreux mercenaires, en plus des soldats britanniques réguliers. Les résultats ont été immédiats. Les Irlandais unis et leurs alliés français ont été écrasés 12 jours après la création de la République de Connaught. Néanmoins, le soulèvement a effrayé Londres, donc 2 ans plus tard, les actes d'union ont été adoptés pour créer le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. 12 jours peuvent paraître courts, mais le mouvement d'indépendance de 1798 en Irlande a duré 3 fois plus longtemps qu'une autre tentative ratée plus au nord. Nous avons vu des républiques sans impôts, des États utopiques sur des récifs, et des dictateurs exhibant leur pouvoir. Mais cela va devenir encore plus étrange. Numéro 5. La nation insulaire du Nord. Les 18 îles Féroé ont une histoire d'être passées de main en main.
Ce n'est peut-être pas surprenant, compte tenu de leur emplacement et de leur taille. Ce n'est qu'un petit archipel situé entre l'Islande, le Royaume-Uni et la Norvège. Mais ils ont un peuple et une langue distincts, le féroïen. Ils résultent des aventuriers nordiques, venus aux îles britanniques, et mêlés aux populations locales. Leurs descendants sont également montés jusqu'à l'archipel. La Norvège a revendiqué la souveraineté sur les îles pendant la majeure partie de leur histoire. Mais ensuite, l'union entre le Danemark et la Norvège s'est effondrée au début du 9e siècle, et les Danois ont obtenu les îles. Des tests acides désoxyribonucléiques ont montré que les habitants des îles Féroé sont plus proches des habitants des îles britanniques que de la Scandinavie. Les Danois ont tout de même tenté d'imposer leur langue et leurs lois dans ce lieu éloigné. Après le chaos de la Seconde Guerre mondiale, les îles Féroé ont saisi l'occasion de réévaluer cette relation. En 1946, le parlement local, le Lagting, a tenu un référendum sur l'indépendance. Le résultat, 50,72% contre 49,28% en faveur de l'indépendance. Les bulletins ont été dépouillés le 14 septembre. 10 jours plus tard, le roi Christian X du Danemark a dissous le Lagting et a convoqué de nouvelles élections, où par hasard, les unionistes ont gagné du terrain. Les îles et le Danemark ont repris les négociations, obtenant plus d'autonomie, mais restent que sous l'influence de Copenhague. Cela peut sembler fou, mais les îles Féroé ont duré environ 4 fois plus longtemps qu'une autre jeune république à l'Est. Il n'y a pas de place pour des choses comme la démocratie quand les gloires du socialisme vous pendent devant les yeux. Après tout. Numéro 4. La République démocratique de Russie. Pour les pays éphémères, personne ne l'a fait de façon plus extrême que les Russes. Ou plutôt, les bolcheviks russes. La Première Guerre mondiale fut une période de chaos total pour la Russie. Le tsar a été renversé. Le gouvernement provisoire arriva et proclama la République. Puis les bolcheviks ont mené un coup d'État réussi contre le gouvernement provisoire au début du mois de novembre. Il y avait un problème. Le gouvernement provisoire avait déjà convoqué des élections devant se tenir plus tard ce mois-là pour déterminer un gouvernement permanent. Le chef des bolcheviks, Lénine, comprenait que son parti ne pourrait pas obtenir la majorité. Pourtant, il a permis que l'élection ait lieu. Ce retard ferait gagner un temps précieux. Comme prévu, les bolcheviks ont obtenu 23,3% des voix contre 37,6% pour les socialistes révolutionnaires. Mais Lénine n'avait jamais cru que le socialisme et la démocratie étaient incompatibles. Ce résultat a renforcé son opinion. Il a affirmé que l'élection n'était pas démocratique, car le scrutin ne distinguait pas les socialistes révolutionnaires favorables ou opposés au renversement du gouvernement provisoire. Puis il a redoublé d'insistance, affirmant que les soviets qu'il formait représentaient une forme supérieure de démocratie. Contrairement à l'Assemblée constituante, il reflétait la véritable volonté des travailleurs. Il a permis à l'Assemblée constituante élue de se réunir. Le 5 janvier 1918, elle a annoncé la création de la République fédérative démocratique de Russie et ajourné la séance. L'affaire était trop modérée et bourgeoise pour Lénine. Seuls les bolcheviks pouvaient réellement mettre en œuvre les réformes nécessaires, disait-il. Le lendemain, les troupes de Lénine ont fermé les portes. La République fédérative démocratique de Russie n'a duré qu'un peu moins d'une journée, bien que sa version fictive ait eu un peu plus de chance. Elle a duré jusqu'au 25 janvier, date de la proclamation de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Heureusement, ni celle-ci ni l'Union soviétique n'ont survécu jusqu'à la fin du siècle. La République socialiste fédérative soviétique de Russie existe encore, en quelque sorte. Ses frontières sont celles reconnues par la Fédération de Russie. Peu importe combien de temps un pays a pu exister, il peut toujours être rayé de la carte avec une rapidité étonnante. Il suffit de regarder l'un des plus grands paradis du monde pour s'en rendre compte. Numéro 3. Le royaume d'Hawaï. L'expansion territoriale de l'Amérique ne s'est pas toujours faite aussi facilement qu'au Texas et en Californie. Après avoir obtenu la côte Pacifique, les États-Unis se sont tournés vers l'océan. Washington ne pouvait pas compter sur de nombreux colons américains ordinaires comme au Texas ou en Californie. Ainsi, l'expansion territoriale devait passer par des négociations discrètes, plutôt que par des rébellions romantiques. Hawaï serait un terrain d'essai parfait. Il y avait là un royaume florissant. Vers la fin du XVIIIe siècle, le puissant roi hawaïen Kamehameha Ier avait un grand projet.
Il ne régnait que sur une partie de la grande île, Hawaï, mais ses ambitions étaient immenses. L'arrivée du capitaine James Cook là-bas en 1778 a été un signal d'alarme pour les habitants avisés. Si les îles restaient divisées, elles seraient plus facilement exploitées par les intérêts occidentaux. Alors Kamehameha lança sa campagne d'unification. En 1810, toutes les îles étaient sous son contrôle. Mais il n'a réussi qu'avec des armes et des conseillers occidentaux, et cela annonçait des problèmes à venir. Mais la menace d'une ingérence étrangère dans un pays aussi petit mais attractif que celui-ci allait toujours être présente. Les intérêts occidentaux étaient présents presque dès la création du royaume. Des missionnaires chrétiens sont arrivés au début du XIXe siècle, et des lois contre ce qu'ils considéraient comme des vices ont été promulguées, y compris l'interdiction de danser le hula. Les baleiniers ont vite suivi les missionnaires. Hawaï était une excellente base d'approvisionnement pour la nourriture, le carburant et l'eau. D'autres intérêts commerciaux sont arrivés après les baleiniers, car Hawaï était aussi un excellent endroit pour les plantations de sucre. Les étrangers sont gagnés en pouvoir dans le royaume, occupant même des postes tels que Premier ministre. Certains de ces étrangers ont alors envisagé de prendre le pouvoir, estimant que le moment s'y prêtait. La monarchie devenait instable, sans nommer de successeur pour poursuivre la lignée du grand unificateur du royaume. Son successeur élu, le roi Lunalilo, est mort l'année suivante, lui aussi sans héritier. Le roi David Kalakaua fut alors élu, mais en 1877, son frère et héritier présomptif, William Pitt Leleoku, II mourut également. Ainsi, Kalakaua nomma sa sœur, Liliuokalani, comme sa successeur. Les années 1880 ont apporté plus de turbulences. Kalakaua a contrarié les États-Unis et l'Allemagne en signant un traité avec le roi samoan Malietoa Laupepa, que l'Allemagne cherchait à renverser en aidant des rebelles locaux. Une flottille allemande mit rapidement fin au règne de Malietoa Laupepa au Samoa, mais Berlin n'oublia pas. La monarchie hawaïenne indépendante posait plus de problèmes qu'elle n'en valait la peine. Kalakaua a ajourné la législature en 1886. Bien que la Constitution exigeait une réunion chaque avril, elle ne devait pas se réunir avant 1888. C'était une erreur. L'absence prolongée de la législature a permis aux étrangers de manœuvrer pour renverser le royaume. La première réunion en fumée a eu lieu le 30 juin 1887. Peu après, les fusiliers d'Honolulu ont été envoyés. Ce groupe de soldats était censé servir le roi, mais c'étaient des étrangers. Même chose pour le premier ministre de l'époque, Walter M. Gibson. Peut-être américain, mais trop loyal au roi, les fusiliers ont failli le pendre. Les fusiliers sont allés voir le roi et ont fait une demande simple. Accepter une nouvelle constitution, sinon... Kalakaua a préféré la nouvelle constitution à la menace, alors il a apposé sa signature sur le document. Elle fut plus tard appelée la constitution du baïonnette. Ce nom semble mauvais, mais il y avait aussi des éléments qui pourraient sembler positifs selon nos critères. La monarchie perdit son pouvoir politique et devint similaire à la monarchie britannique. Mais le droit de vote était réservé surtout aux hommes blancs propriétaires. Ces deux éléments étaient pratiques pour les intérêts étrangers. Quelques années plus tard, Kalakaua est décédé et sa sœur, la reine Liliuokalani, a pris le trône comme il le souhaitait. Mais elle a vite dû affronter la seconde pièce en fumée. Un club d'annexion a été créé en 1892. La société secrète a toujours voulu rejoindre les États-Unis et était prête à agir contre la reine si besoin. Après avoir annoncé vouloir créer une nouvelle constitution, le club d'annexion a formé un comité de sécurité et l'a renversé le 17 janvier 1893. Cela a aidé que 162 marins et soldats américains soient arrivés à Hawaï la veille. Le pays est resté incertain quelques années, car le président Cleveland désapprouvait les méthodes, mais la République d'Hawaï a duré moins longtemps que celle du Texas. La contre-révolution pour la reine Atoa a échoué, et la victoire dans la guerre hispano-américaine a ravivé l'envie d'annexion aux États-Unis. Hawaï est passé sous contrôle américain le 12 août 1898. L'ancien royaume est devenu le 50e État de l'Amérique en 1959. Le gouvernement des États-Unis a présenté des excuses officielles en 1993, mais cela ne signifiait pas qu'il comptait y renoncer. Pearl Harbor est bien trop précieux à lui seul. En ce qui concerne la chute des nations, le royaume d'Hawaï s'est effondré relativement sans heurts, et avec un minimum de sang versé. Ces deux choses ne vont généralement pas ensemble en Europe,
même lorsqu'il est censé s'agir de périodes de paix et de prospérité. Ici, rien n'était planifié. C'est simplement arrivé parce que cela devait arriver, avec des résultats désastreux. Numéro 2. Le projet voué à l'échec. La communauté du renseignement américaine a fait une sombre prédiction le 18 octobre 1990. La Yougoslavie ne sera plus un État fédéral dans un an et se dissoudra sans doute dans 2 ans. Un grave conflit intercommunautaire accompagnera la désintégration et se poursuivra par la suite. La violence sera inextricable et acharnée. C'est exactement ce qui s'est passé, car la Yougoslavie n'a jamais vraiment eu de sens en tant que pays dès le départ. Alors que les alliés victorieux de la Première Guerre mondiale proclamaient le droit à l'autodétermination pour toutes les nationalités, ils ont créé un État ressemblant plus à l'ancien empire austro-hongrois qu'à ce qu'ils souhaitaient. Les Balkans de l'ancien empire ont été réunis à ceux de leur ancien ennemi, le royaume de Serbie. Le résultat fut l'union des Serbes, Croates, Bosniaques, Slovènes, Albanais, Macédoniens et autres. La nation n'a pas eu longtemps à vivre avant l'arrivée des nazis. Des ennemis communs aidaient généralement à unifier les peuples, surtout ceux qui proclamaient leur propre supériorité ethnique au détriment de tous les autres. L'occupation nazie a pris fin grâce aux partisans dirigés par le victorieux Josip Broz Tito, qui a rapidement pris le pouvoir et a orienté la Yougoslavie sur une voie distincte. Communiste, il a gardé la Yougoslavie hors du pacte de Varsovie. Cela a mené à une des notes de bas de page les plus étranges de la guerre froide. Les États-Unis ont essayé de faire de leur mieux pour maintenir ce pays communiste uni. Même les dictateurs supposés bienveillants ne sont pas immortels. Tito est mort en 1980, et sans sa force de caractère pour maintenir la nation, les forces politiques et ethniques ont été libres d'agir pour la faire tomber. Il y avait une disposition constitutionnelle en 1974. Après la mort de Tito, le pouvoir a quitté Belgrade pour les provinces, avec une présidence collective de 8 représentants provinciaux. Cette mesure a satisfait les différentes nationalités, mais a réduit le gouvernement fédéral à un rôle symbolique. Maintenant, si l'on retire l'ennemi commun potentiel qu'était l'Union soviétique, il ne reste plus beaucoup de raisons à ce pays d'exister. L'affaiblissement de l'économie yougoslave à la fin de la guerre froide signifiait que le château de cartes était prêt à s'effondrer. Slobodan Milošević est intervenu après la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie le 25 juin 1991. L'armée populaire yougoslave était dominée par les Serbes, et Milošević a utilisé cet instrument de manière brutale. La Slovénie n'a été envahie que 10 jours, et la Macédoine du Nord a aussi évité le pire lors de son indépendance en septembre de la même année, bien qu'elle ait connu une insurrection en 2001. Mais la Croatie a été le théâtre d'une guerre dévastatrice pendant les 4 années suivantes, qui a fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Et ce n'était qu'une partie de cette longue et brutale histoire. Le pire restait à venir. En mai suivant, la Bosnie-Herzégovine a également déclaré son indépendance. Les minorités ont refusé de suivre et proclamer leur indépendance. Leur objectif était une république ethniquement serbe, et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. En juillet 1995, la dissolution de la Yougoslavie a connu ses jours les plus sombres. Plus de 8000 hommes et garçons bosniaques ont été massacrés lors du massacre de Srebrenica, reconnu par les autorités internationales comme le deuxième acte génocidaire en Europe au XXe siècle. La violence a repris entre 1998 et 1999 au Kosovo, la majorité albanaise réclamant l'indépendance face à la Serbie. L'Amérique a pris part aux frappes de l'OTAN, qui ont finalement forcé Milošević à agir. Une force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies a été déployée, et Milošević a perdu le pouvoir en 2001, quand l'économie serbe a connu des difficultés. Cette histoire connaît une sorte de fin heureuse. Milošević a été arrêté et jugé par le tribunal international pour les crimes à La Haye, et il est mort en prison en 2006 avant la fin du procès. Le Kosovo a déclaré son indépendance 2 ans plus tard. 6 pays occupent désormais l'ex-Yougoslavie. Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord. Le statut du Kosovo reste contesté. La Yougoslavie le revendique encore, mais 108 membres de l'Organisation des Nations Unies, dont les États-Unis et la majorité de l'Union européenne, le reconnaissent. Le projet yougoslave a toujours tenu à un fil.
À une époque d'États-nations autodéterminés, il ressemblait davantage à un vieil empire, et les vieux empires étaient toujours turbulents. Mais l'empire mongol a apporté une turbulence qui faisait passer l'éclatement de la Yougoslavie pour une promenade de santé. Numéro 1. L'empire mongol. Aujourd'hui, la Mongolie est soumise à une géographie particulièrement rude. Il fait froid, il n'y a qu'une seule grande ville, la capitale Oulan-Bator, et elle est coincée entre la Russie et la Chine. Avec de tels voisins, il faut se tenir à carreau. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Les Mongols d'ici les ont autrefois tous deux dominés d'une main de fer. À son apogée, l'empire mongol s'étendait de la Corée à la Pologne, et tout cela en moins d'un siècle. L'ampleur et la rapidité de son expansion étaient sans précédent. Les Chinois et les Russes devraient sans doute juste être reconnaissants que leur civilisation ait survécu. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Cela ne se voit peut-être pas, mais l'Asie centrale fut autrefois l'une des régions les plus riches du monde. Située sur la route de la soie, elle en a beaucoup profité comme intermédiaire. Au début du XIIIe siècle, l'empire khwarezmien était l'heureux occupant de cette terre. Jusqu'à ce que sa chance tourne. En fait, c'est peut-être lui accorder trop de mérite. En diplomatie, surtout avec les Mongols, il y a une chose que vous ne faites jamais. N'agressez jamais les envoyés. En 1218, Gengis Khan a envoyé une caravane de marchands à la ville d'Otrar, mais son gouverneur a accusé les commerçants d'être des espions et les a exécutés. Gengis était outré, mais il était prêt à chercher une solution diplomatique. Il a envoyé un ambassadeur au Shah Muhammad II, qui a répondu par une nouvelle exécution, cette fois par décapitation. Gengis Khan a répondu avec une brutalité qui allait briser le sultan, et a également mené une campagne qui ressemblait plus à une opération du XXe siècle qu'à une opération médiévale. Lors d'une attaque éclair, il a isolé et détruit Ottar, Samarcande, Gourgan, Boukhara, Hérat, Nishapur et Merv, exterminant leur population. La région ne s'en est jamais complètement remise. Et ce n'était que le début. Deux des généraux mongols, Djebé et Subotai, ont poursuivi le sultan en fuite vers l'ouest. Ils ne l'ont pas attrapé, mais ont contourné la mer Caspienne, écrasé les Arméniens, les Géorgiens et une armée russe avant de rentrer chez eux. Les Mongols n'en avaient pas fini. La campagne de Djebé et Subotai leur a révélé le monde hors de leurs frontières. Ils ont envahi l'Europe de l'Est et vaincu les royaumes, qui se sont ensuite relevés. Le Moyen-Orient a le plus souffert. Bagdad était une autre des plus grandes villes du monde au début du XIIIe siècle, la capitale du califat abbasside. Il avait duré 500 ans et était le centre de l'âge d'or islamique, où tout ce que vous associez au mot civilisation a progressé. Puis, son calife refusa de se soumettre aux Mongols. Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, a mis la ville à sac. Lui-même a estimé que plus de 200 000 personnes ont été massacrées. Certaines estimations vont jusqu'à 1 million. Et ce n'était pas tout. Les Mongols ont détruit tout ce qu'ils pouvaient atteindre. Des témoins affirment que le Tigre était noir à cause de l'encre des livres jetés. L'âge d'or islamique prit fin de façon brutale et sanglante. Cette région non plus ne s'en est jamais vraiment remise. Même les Mongols ont connu des turbulences. Leur empire allait se diviser en 4 avant la fin du siècle, mais ces fantômes continuaient de hanter le monde. Le pays qui est devenu la Russie a développé son désir d'expansion territoriale pour se protéger de futurs conquérants comme les Mongols. Et les États-Unis, eux, comme tous les autres pays du Nouveau Monde, existent parce que les Européens ont développé un appétit insatiable pour les épices de la route de la soie que les Mongols avaient ouvertes de façon inédite. Après la fermeture de ces routes à la fin du XVe siècle, ils ont dû trouver une alternative. Ainsi, les grands navires de la découverte ont pris la mer. Merci de m'avoir rejoint, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Ça fait vraiment une différence. Ce script contenait beaucoup de termes étrangers, de lieux et de noms, et si vous avez des guides de prononciation pour des mots que je n'ai pas trouvés, merci de les laisser dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais les voir et en apprendre davantage sur la façon de bien prononcer les choses.